Bonjour à tous et merci de suivre ce nouveau numéro d'Ailleurs dans le monde. En Afrique, le premier cas de Covid-19 a été signalé au mois de février en Égypte. Désormais, le coronavirus touche 49 pays africains sur 54. Le continent enregistre près de 4000 cas et une centaine de morts. Moins impactée que le reste du monde, l'Afrique n'est pas pour autant à l'abri d'une propagation du Covid-19. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a d'ailleurs appelé l'Afrique à se réveiller et à se préparer au pire face à cette pandémie. Ces dernières semaines, plusieurs États ont pris leurs dispositions, de l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud. Des gouvernements ont interdit les rassemblements publics et fermé écoles, églises, mosquées, restaurants, bars et même les aéroports. Comment le continent africain se prépare à faire face à cette pandémie? Quel est le bilan de la situation dans la sous-région? Cette semaine, nous sommes en liaison avec nos correspondants au Congo, en Guinée-Bissau, au Burkina Faso et en Guinée. Nous allons immédiatement rejoindre notre correspondant à Ouagadougou, Morin Yamongbe, directeur de publication du quotidien en ligne Wakatsera. Bonjour Morin. Le Burkina Faso est à ce jour le pays le plus touché par le coronavirus en Afrique de l'Ouest. Comment l'expliquez-vous? Oui, Fatim, il faut dire qu'on se passerait bien de cette première place, hein. Mais c'est déjà une prouesse pour le Burkina Faso de ne pas être davantage touché par ce mal. Et par rapport à ta question, n'étant pas un médecin et encore moins un statisticien de première loge, je dirais, je me bornerai du moins à émettre des hypothèses qui peuvent avoir facilité et justement la propagation du virus. Et donc ces hypothèses, ce ne sont que des hypothèses, mais pas une vérité absolue. Et donc, il y a d'abord le fait que des personnalités ont été touchées, ont été testées positives. Et ces personnalités sont en contact avec des collaborateurs. En plus des autres contacts utiles qu'ils ont, ils sont en contact avec des collaborateurs qui, eux, à leur tour, peuvent alimenter cette chaîne de transmission du virus. En plus de ça, ces autorités, il y a beaucoup de gens qui aiment bien se montrer avec les autorités juste pour dire que bon voilà, je connais telle personnalité, je connais telle personnalité. Et celles-ci aussi sont des cibles potentielles pour le virus. Et ainsi, la chaîne de transmission peut aller à l'infini, quoi. Ensuite, le Burkina Faso a connu beaucoup de regroupements en début de ce mois de mars. Je citerai entre autres l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale, le congrès du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, qui est le parti au pouvoir. Et je citerai la commémoration du 8 mars, qui est la journée des droits de la femme. Je citerai la grande marche meeting des syndicats le 7 mars. Et toutes ces rencontres et toutes ces manifestations ont été précédées de rencontres préparatoires. Beaucoup de monde était donc exposé et en plus de ça, il y a sans oublier, il ne faut pas oublier non plus la promiscuité dans les marchés, les transports, les gares routières, les transports routiers et aériens, et donc, etc. Quel est le dernier bilan officiel de la situation au pays des hommes intègres? Ok, nous allons simplement nous fier aux chiffres officiels donnés par le coordonnateur du Comité national de réponse à la pandémie du coronavirus au Burkina Faso, qui lors de rencontres quotidiennes avec les représentants des organes de presse, leur fait un peu le bilan jusqu'à la veille. Et donc le bilan du 31 mars à ce titre affichait 16 décès pour 282 cas confirmés. Et depuis les patients, évidemment, depuis les patients zéro du 9 mars. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles dans cette grisaille, car toujours à cette même date du 31 mars, nous avons enregistré 46 guérisons. Et ces rendez-vous entre le coordonnateur et les journalistes permettent d'être vraiment au courant, ne serait-ce qu'officiellement, de ce qui se passe, ce qu'il y a comme cas confirmés, cas négatifs, l'âge des patients et le nombre de décès et tout. Bon, pour certaines contraintes, certainement, ces rendez-vous ne seront plus journaliers, mais ils seront désormais hebdomadaires. Et je crois que ça se tiendra chaque vendredi de la semaine, hein.
Membres du gouvernement figurent parmi les nouveaux cas. Que sait-on de leur état de santé? Comme à l'accoutumée, Fatim, la rumeur s'est chargée aussi de tester positive plusieurs de nos autorités, ce qui s'est avéré par la suite faux. Mais pour être plus précis et jouer dans la cour de l'officiel une fois de plus, je dirais qu'il y a 6 ministres qui ont été testés positifs et pour la plupart, ils ont eux-mêmes donné l'information sur leur page Facebook. Le premier à donner le ton fut le ministre en charge de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Stanislas Wao, dont la guérison a été d'ailleurs portée à la connaissance du public par le canal du même réseau social, a été donc le premier à dire qu'il a été testé positif. Ensuite, nous avons le ministre des Affaires étrangères, Alpha Barry, qui a été testé positif, mais qui se porte lui aussi mieux et qui a même participé déjà au Conseil des ministres qui se tient désormais grâce à la magie de l'Internet. Je crois que l'évolution de ces cas va normalement, sinon on aurait eu des informations alarmantes. Maintenant, à moins de faire de la magie, je ne saurais te donner avec exactitude des informations sur la santé des membres du gouvernement qui ont été testés positifs. Alors, quel est le protocole de soins retenu par votre ministre de la Santé? On parle de la chloroquine. Est-ce vrai? Oui, il y a des guérisons. Il y a des guérisons dont on nous informe, mais je ne saurais te dire avec quoi ces gens ont été soignés. Dans une sortie récente, le ministre en charge de la recherche scientifique et de l'innovation a révélé que des essais cliniques sont en cours en ce qui concerne 2 produits, c'est-à-dire la chloroquine associée à l'azithromycine et la pyririne, qui est un produit du chercheur béninois Valentin Agon. Le ministre a également précisé que il a saisi l'opportunité d'un communiqué de presse et aussi d'un passage à la télé pour confirmer que des chercheurs burkinabés s'activent également dans leur laboratoire pour trouver et vite l'arme fatale pour anéantir le Covid-19. Le ministre n'a pas manqué non plus d'évoquer la possibilité de la mise à contribution des tradipraticiens dans cette guerre contre le Covid-19, tout comme il a annoncé la réhabilitation de l'unité de production de chloroquine et de paracétamol, qui devra relancer la chaîne de production de chloroquine et de paracétamol pour permettre la production de 200 000, oui c'est ça, 200 000 comprimés par jour de chacun des types de ces produits. Alors, comment la population vit cette crise sanitaire qui s'ajoute à la situation sécuritaire que connaît le pays depuis plusieurs mois? Et oui, la population vit cette situation dans la douleur, dans une grande douleur. Parce qu'en plus de la psychose de voir le mal prendre des proportions plus dramatiques, les populations doivent désormais vivre au rythme des mesures prises par le gouvernement et qui vont des fermetures des établissements scolaires et universitaires au couvre-feu de 19h à 5h du matin, en passant par la fermeture des marchés, des maquis, bars et restaurants, où il est désormais interdit de consommer sur place. Il y a aussi l'interdiction de circuler des véhicules de transport en commun. Il y a la mise en quarantaine des villes où il y a eu au moins un cas positif au coronavirus, etc. Mais ce sont des mesures qui sont insupportables pour des populations qui vivent au jour le jour. Nous sommes dans une économie où l'informel est roi. Et c'est l'argent gagné aujourd'hui qui servira à nourrir la famille le lendemain. Sans mesure d'accompagnement, donc il faut reconnaître avec moi que ce sera très difficile, c'est très difficile, la survie pour les Burkinabés sera très compliquée. Et donc nous espérons que d'ici à là, les mesures d'accompagnement vont suivre ces mesures qui sont assez drastiques pour des gens qui n'étaient pas préparés du tout et qui, comme je le disais, vivent au jour le jour. Et surtout dans un contexte où très difficile déjà, où les populations étaient face
sont d'ailleurs toujours face à des attaques terroristes qui font de nombreux morts et déplacés internes, et ce qui fait craindre déjà, avant la survenue de la pandémie du coronavirus, une crise humanitaire de très grande ampleur selon des experts. Est-ce que les attaques terroristes se poursuivent malgré l'épidémie du coronavirus? Oui, bien sûr. Malheureusement, les attaques terroristes, bien que chassées de la première loge de l'actualité par le Covid-19, ont toujours cours. À titre d'exemple, 18 personnes ont été tuées au Burkina, dont 3 gendarmes, entre le samedi et le dimanche 29 mars 2020 dans 2 localités différentes. Comme quoi le Burkina est pris entre le marteau du Covid-19 et l'enclume des attaques terroristes qui continuent de faire leur ravage. Il faut pas non plus oublier qu'en plus de tous ces maux du Covid-19, des attaques terroristes, il y a d'autres maladies qui sont pratiquement reléguées au second plan parce que le Covid-19 a occupé et occupe toute la place, quoi. Nous avons, dans cette période, par exemple, il y a une épidémie de rougeole qui a été signalée dans une région. C'est la période propice également à la méningite, et sans oublier les cas classiques, le palu qui est là et qui continue de sévir et tout. Ainsi va le Burkina Faso à l'heure du Covid-19. Merci Morin. La Guinée non plus n'est pas épargnée par cette crise sanitaire. Nous y retrouvons Habib Marouane Kamara, analyste politique. Bonjour. Quel est le bilan actualisé de l'épidémie de coronavirus en Guinée? Pour le moment, le pays en dénombre 31 cas, tous confirmés, 300 cas suspects qui ne sont pas encore identifiés, ou dire du directeur de l'ANS, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Il y a aussi plus d'une centaine de personnes qui ont été testées, mais dont le résultat s'est avéré négatif. Et pour le moment, c'est ce bilan qui est officiel dans le pays, mais qui pourrait connaître, au dire toujours du docteur Sakoba Keita, qui pourrait connaître une évolution croissante si toutefois les mesures qui ont été prises ou qui ont été édictées ne sont pas respectées à la lettre. Donc il a tiré la sonnette d'alarme en invitant et en incitant tous les citoyens à observer des mesures hygiéniques qui sont édictées par les autorités sanitaires. Donc pour le moment, le bilan est à 31 cas confirmés, 300 personnes, y compris des journalistes, qui sont des cas suspects, mais qui ne sont pas identifiés, et une centaine de personnes qui ont été testées, mais dont le test s'est avéré négatif. Quelles sont les dispositions prises par le chef de l'État, Alpha Condé? À l'instar de tous les pays qui sont affectés par cette épidémie, mais aussi de tous ceux qui veulent se préserver de cette maladie, la Guinée aussi a pris des mesures drastiques. C'est notamment l'état d'urgence sanitaire qui a été décrété par le chef de l'État. Il y a eu aussi le couvre-feu qui a été décrété par le président de la République, qui part de 21h à 5h du matin. Il y a aussi dans le domaine des transports publics, notamment dans le transport urbain et interurbain, la décision du chef de l'État, c'est de réduire le nombre de passagers pour le transport urbain. Désormais, au lieu de 5 passagers à bord d'un taxi, c'est 3 passagers en devant et 2 derrière, tout en respectant les barrières sanitaires qui ont été édictées. Donc, moins de contacts, le respect de la distanciation. Aujourd'hui, tout regroupement de plus de 20 personnes est totalement interdit sur l'ensemble du territoire national. Les mariages pompés sont interdits. Les cérémonies de grande masse sont interdites. Donc, toutes ces mesures
sont de nature aujourd'hui à freiner ou ne serait-ce qu'à réduire le nombre de contacts, puisqu'on dit que la maladie passe par le contact entre les personnes. Donc, la Guinée a emboîté les pas aux autres pays et a adopté les mêmes mesures et les mêmes barrières sanitaires pour mettre le pays à l'abri ou pour, du moins, réduire le taux de propagation de ce fléau qui est en train de ronger le monde. Est-ce que la population guinéenne respecte les mesures préconisées? C'est là le gros souci. Et quand vous observez aujourd'hui dans le domaine des transports, les chauffeurs ont du mal à respecter, à se conformer à cette décision du président de la République. Le prix du pétrole qui s'achète désormais à 9 000 francs n'est pas du goût de tout le monde, puisque les populations attendaient beaucoup plus de la part de l'État, beaucoup même estimaient que le prix de l'essence ou des pétroles à la pompe devrait s'acheter à 5 000 ou 6 000 francs. Donc ça, c'était le souhait émis par les citoyens guinéens. Donc c'est un frein. C'est le premier frein vis-à-vis des mesures qui ont été édictées par le chef de l'État. Il y a ensuite, au niveau des marchés, la mesure ou les mesures ne sont pas respectées de ce côté. Il y a beaucoup de monde qui afflue vers les marchés. Donc, difficile pour l'État d'observer ou de faire observer toutes les barrières sanitaires qui ont été édictées. Dans la circulation, c'est pareil. Au niveau des services, le contact est toujours là. Et en plus, vous savez que le Guinéen vit du quotidien, vit du jour au jour. Donc, compte tenu de son revenu quotidien qui est assez faible, et d'ailleurs, selon des chiffres officiels, le Guinéen vit au-dessous de 1 dollar par jour. Donc, il est très difficile pour un citoyen guinéen de se conformer à toutes ces mesures qui ont été prises et connaissant bien sa situation économique et connaissant bien le nombre de personnes qui reposent sur ses épaules. Donc, c'est très difficile. C'est à l'État de faire suffisamment d'efforts en acceptant de réduire davantage les prix des produits pétroliers à la pompe, mais aussi à faire comme la Mauritanie, ne serait-ce que pour 2 mois, à ne pas faire payer le prix des factures d'eau et d'électricité par les citoyens. Donc, ce sont des mesures qui peuvent aider à faire accepter toutes les barrières qui ont été édictées. Donc, là, il y a une véritable difficulté à faire respecter les mesures. Et d'ailleurs, l'alerte a été récemment donnée par le patron de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire qui a tiré la sonnette d'alarme en disant que si les mesures édictées ne sont pas respectées, la Guinée pourrait connaître le pire et on ne le souhaite pas. Dans quel état d'esprit la population s'est rendue aux urnes dans les bureaux de vote pour le double scrutin législatif et référendaire malgré l'épidémie de coronavirus? C'est le plus grand reproche qui est fait aujourd'hui à l'État guinéen. Les citoyens estiment qu'ils ont été jetés en pâture, que l'État ne les a pas dit suffisamment toutes les vérités, que la vérité a été d'ailleurs cachée par rapport à cette maladie. Beaucoup estiment que l'État a privilégié le double scrutin au détriment de la santé publique. Parce que depuis fort longtemps, il y a eu des soupçons de cas en Guinée, mais les autorités ont toujours nié ou ont toujours banalisé. Donc, les citoyens estiment aujourd'hui qu'ils ont été abandonnés pendant cette période électorale face à un danger qui guettait et qui rôdait autour de la Guinée et même, parfois même à l'intérieur du pays parce que des soupçons, des alertes avaient été données par un certain nombre de médias pour dire que des cas suspects ont été retrouvés en Guinée. Donc, le scrutin, le double scrutin du 22 mars dernier a été un facteur de propagation selon des citoyens, même si aucune instance ou institution ne l'a reconnu, mais les Guinéens sont partis à ce scrutin avec la psychose, avec la peur au ventre, mais avec un sentiment d'abandon et de mépris.
C'est pourquoi d'ailleurs beaucoup estiment et beaucoup disaient bien avant le scrutin que l'encre même, ce sont des polémiques qui ne sont pas avérées, que l'encre qui servait à ce vote était contaminée. Donc l'État avait dit attention, était sorti pour démentir cette information. Et aujourd'hui, le Guinéen est face à une situation très catastrophique parce que les statistiques qui sont révélées tous les jours par l'instance en charge de cette épidémie, ce sont des statistiques qui ne rassurent pas. La flambée pourrait être grandissante dans les jours à venir et les mesures qui sont là ne rassurent pas, la communication qui est faite n'est pas rassurante et les personnes même qui sont en charge de la gestion de cette épidémie ne rassurent pas. Donc le scrutin a été non seulement pour beaucoup de personnes un facteur de propagation de la maladie, mais ça a été aussi un moyen d'amener les citoyens vers l'épidémie. Ce sont les propos aujourd'hui qu'on retrouve ça et là dans les cafés, dans les débats et dans toutes les rencontres où on peut retrouver 5 à 10 personnes. Rendons-nous maintenant en Guinée-Bissau, pays limitrophe de la Guinée, où se trouve notre correspondant Malmo Dos Reis, activiste social et membre d'Africtiviste. Bonjour, votre pays vient d'enregistrer ses premiers cas de coronavirus. Que sait-on des malades identifiés? Bonjour. Effectivement, le 24 mars, nous avons enregistré les 2 premiers cas positifs de coronavirus. Présentement, nous en sommes à 8 cas positifs, tous des cas importés. Ces patients sont en ce moment en quarantaine chez eux et sont pris en charge par les agents de la santé, sont suivis régulièrement. Ces cas ont été, les 2 premiers cas qui ont été constatés à Bissau sont portés par un Congolais et un Indien. Depuis lors, les agents de la santé sont très actifs par rapport à leur mise en quarantaine et à leur suivi strict, bien vrai qu'ils sont en quarantaine, je dis bien, chez eux. Ces cas ont été constatés et ils sont mis en isolement en attendant la fin de la mise en place d'une structure que le gouvernement est en train de construire au niveau de l'hôpital national pour les mettre en isolement, en quarantaine définitive. Comment réagissent les populations face aux mesures prises par le gouvernement? Oui, la population a appris ça avec beaucoup de surprise parce qu'ils n'étaient pas préparés à ça. Ils se posent des questions et sinon des voix des activistes de santé, des sociologues de santé sont en train de se demander comment est-ce que la population, une population qui est dépendante du business quotidien, une population qui, après le marché ou la vente quotidienne, achète ce dont tu dois manger. Si les marchés sont fermés, comment est-ce que cette population peut s'alimenter? Ils se sont posé cette question et la population en ce moment lance des cris de détresse par rapport à comment est-ce qu'ils pourront vivre s'ils restent confinés. D'où beaucoup sont en train de se dire, si le coronavirus ne nous tue pas, c'est la faim qui va nous tuer. Mais, d'une part, il y a des associations qui sont en train de mettre en place des campagnes de collecte d'aliments pour pouvoir faire bénéficier ces familles nécessiteuses ou aider ces familles nécessiteuses à avoir de quoi manger. Récemment, comme un exemple, la femme du président a récemment offert 4000 sacs de riz pour que ça soit distribué aux familles nécessiteuses. Cela veut dire que elle prétend aider 800 familles à rester hors de la famille.
Parce que, comme je vous l'ai dit au début, la population est beaucoup plus inquiète par rapport à ce confinement, par rapport à ce dont tu dois manger. L'élection présidentielle du 29 décembre 2019 a plongé la Guinée-Bissau dans un imbroglio politique et judiciaire. Comment se présente la situation aujourd'hui? Depuis le 29 décembre, comme vous le savez, nous avons eu le deuxième tour des élections présidentielles. La Commission nationale des élections a donné vainqueur le général Umaru Sissoco Embaló, mais le candidat du PGC, qui est Domingo Simões Pereira, a émis un recours au niveau de la Cour suprême de justice. La Cour suprême de justice a encore à se prononcer par rapport à ce contentieux électoral. La tension est très tendue par rapport ou dans la sphère de l'État ou de la vie politique bissau-guinéenne, surtout depuis que M. Embaló a pris le pouvoir ou s'est investi avec l'apport de l'appui de Nono Gomis-Nabiang, qui est le vice-président de l'Assemblée nationale populaire. C'est lui qui l'a investi avec ses députés et ils ont formé une nouvelle majorité au niveau du Parlement. En ce moment, ils sont en train de gouverner le pays. Ils ont pris le pouvoir et l'armée est avec eux. L'armée a consolidé ce pouvoir. Aujourd'hui, ils ont le pouvoir et c'est eux qui sont en train de gérer la vie courante socio-économique du pays. Mais vous pouvez retenir qu'en ce moment, la vie politique a eu un temps d'arrêt après des demandes de la société civile d'union autour d'un combat commun qui est le coronavirus. En ce moment, tout ce qui rapporte à la vie politique est mis à l'écart pour faire front commun. Mais cela n'empêche, avant-hier, la Cour suprême a lancé un appel, a sorti un décret où il demandait qu'il y ait un front commun par rapport à cette maladie, mais que juste après la fin de ce combat contre le coronavirus, ils vont reprendre le processus, ils vont reprendre le procès contentieux électoral pour donner leur verdict par rapport au vainqueur des élections du deuxième tour du 29 décembre. Voilà, nous en sommes en Bissau en ce moment. Merci beaucoup. Merci. La République du Congo aussi est touchée par le Covid-19, comme nous le confirme Berdi Pambou, journaliste indépendant au Congo. Bonjour, le Congo enregistre encore peu de cas confirmés. Faites-nous un point de la situation. Bonjour Fatim. Le premier cas du Covid-19 a été détecté au Congo le 14 mars dernier. Depuis, on est à 22 cas et les 22 cas ont été annoncés récemment par le ministre de la Santé. Si on prend dans l'ensemble, on était à 22 cas plus 2 décès, 2 guéris, ce qui emmène le chiffre à 28. Donc, en gros, le Congo a déjà 28 cas, a eu 28 cas du Covid-19, 2 sont guéris et 2 sont décédés. Et les 2 décédés, c'était à Port-Noir. Comme l'a dit la ministre, ces personnes n'ont pas été répertoriées au niveau des administrations de santé. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour freiner la propagation du virus au Congo ? Après l'annonce du premier cas, le gouvernement congolais a demandé à la population de respecter les conseils d'hygiène édictés par l'OMS. Suite à cela, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a fait un discours à la nation. Dans son discours, il a annoncé un couvre-feu de 20h à 5h, l'état d'urgence sanitaire et un confinement général. Un jour après le discours du président de la République, on a vu la population prendre les marchés d'assaut, on a vu les gens quitter la ville pour aller dans les villages. Aujourd'hui, il y a 22 cas, mais il y a certaines personnes qui sont rentrées de l'Europe qui sont en quarantaine depuis aussi. La population demande à être informée sur les situations de ces personnes. La directrice de la Fondation congolaise pour la recherche médicale, Francine Toumi, s'inquiète du faible niveau de préparation de son pays et des pays limitrophes. Ces craintes sont-elles fondées ?
Madame Francine Toumi n'a pas tort de s'inquiéter. Cette dame d'ailleurs que j'ai interviewée il y a cela quelques jours me faisait comprendre que nos États ne sont pas prêts à faire face à une telle pandémie. Pour elle, nos chefs d'État devaient impliquer plus les scientifiques dans les recherches pour lutter contre la maladie qui est en train de faire ravage dans le monde entier. Elle s'appuie sur l'idée que les décisions prises par nos gouvernements ne cadrent pas avec nos réalités, dans le fait que nos gouvernements doivent prendre des décisions par rapport à la réalité des pays. D'ailleurs, le président du Bénin, Patrice Talon, n'a pas voulu amener son pays dans un confinement total parce que pour lui, sa population ne peut pas. La population béninoise vit du jour le jour. Ce qui a emmené Patrice Talon à ne vouloir pas emmener son pays dans le confinement total. Et c'est ce que Toumi est en train de faire comprendre à nos gouvernants africains. Alors dans cette atmosphère d'inquiétude face au coronavirus, comment la population a réagi à l'annonce du décès de l'artiste Orlus Mabélé, emporté par la maladie le 19 mars dernier? Orlus Mabélé, c'est un grand nom de la musique congolaise. Ce monsieur a représenté l'art, la culture, la musique congolaise partout dans le monde entier, dans les Antilles, dans les Amériques, en Europe. Perdre ce monsieur en cette période très difficile que le monde traverse, d'ailleurs il est mort de cette maladie, le Covid-19, c'est très difficile pour le Congolais, qui surtout est dans la tristesse parce que ce monsieur ne va pas avoir l'hommage qu'il mérite par rapport à son titre. Donc au Congo, les gens sont très tristes de voir cela et larmes aux yeux, ça fait très mal à la population congolaise. Le gouvernement congolais a dit qu'à la fin de cette pandémie, ils vont leur rendre un hommage mérité dans son pays. Mais malheureusement, son corps ne pourra pas être rapatrié ici parce que les gens qui meurent de cette maladie en Europe ne peuvent pas être rapatriés dans leur pays d'origine. Et c'est ça la tristesse encore des Congolais. Merci. C'est la fin de cette émission. Un grand merci à tous nos correspondants pour toutes ces informations sur ce qui se passe dans leur pays. Merci de nous avoir suivis et surtout respectez scrupuleusement toutes les mesures prises afin de limiter la propagation du coronavirus dans vos pays. On se quitte sur cet extrait de La Peste d'Albert Camus. Les mesures n'étaient pas draconiennes et l'on semblait avoir beaucoup sacrifié au désir de ne pas inquiéter l'opinion publique. Bon week-end à tous, prenez soin de vous et aussi des autres.